Excellent. Eh bien, bonjour tout le monde. Je me présente, Simon Rousseau. Je suis le coordonnateur au secteur des matières résiduelles chez Réseau Environnement. C'est moi qui agirai à titre de modérateur pour ce webinaire. Et je voudrais d'abord, bien sûr, vous souhaiter la bienvenue à ce deuxième rendez-vous de la modernisation qui est présenté par Éco-entreprise Québec et propulsé par Réseau Environnement. Donc, comme vous le savez, EQ a été nommé il y a quelque temps à titre d'OGD afin d'élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement la collecte sélective, donc afin de faciliter la transition vers ce nouveau système. EQ déploie plusieurs actions de communication et de mobilisation, dont les rendez-vous. D'ailleurs, dans le premier webinaire qui a eu lieu le 21 février, EQ a présenté quels étaient les niveaux à privilégier pour les ententes avec les organismes municipaux. Aujourd'hui, on va un peu plus loin en présentant les éléments importants à savoir par rapport au contenu de l'entente cadre. Donc, afin de présenter le tout, je suis accompagné de Kathleen Dubé, qui est chef d'équipe à la modernisation de la collecte sélective, de Marie-Hélène Gravel, conseillère modernisation de la collecte sélective, et Ariel Grenier, qui est conseillère relations médias et partenaires, qui va m'aider pour la période de questions. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais peut-être vous parler un peu des aspects techniques. Donc, vous préciser que la présentation ainsi que l'enregistrement seront rendus disponibles. Et bien sûr, tout au long de la rencontre, nous vous invitons à écrire vos questions dans le Q&A au bas de votre écran. Donc, il y aura une période de questions qui va être faite à la fin de la rencontre. Donc, sans plus tarder, Kathleen et Marie-Hélène, c'est à vous la parole. Je vais partager mon écran. Merci Simon. Donc, bonjour à tous. Je vais commencer la présentation avec la première partie du webinaire aujourd'hui qui porte sur la nouvelle relation entre EEQ et les organismes municipaux, où les organismes municipaux agiront dorénavant à titre de fournisseurs de services pour la collecte sélective. J'ouvre ici une petite parenthèse pour mentionner que pour alléger mon discours, je vais utiliser l'expression organisme municipal, organismes municipaux tout au long de la présentation, mais je désigne par là toutes les municipalités, les MRC ainsi que les communautés autochtones. Je referme ici la parenthèse. Donc, je vais donc vous parler aujourd'hui de l'entente cadre et plus spécifiquement de son chapitre qui porte sur la collecte et le transport des matières recyclables. Ma collègue, Kathleen Dubé, prendra ensuite le relais pour vous présenter les étapes déjà réalisées, mais surtout celles à venir dans le cadre de la démarche DEQ en vue de conclure les ententes avec les organismes municipaux. Alors, comme vous allez m'entendre répéter entente cadre au moins 250 fois au cours de la présentation, je vous propose, avec les premières diapositives, de bien définir ce que c'est l'entente cadre et à quoi elle sert. L'entente cadre, somme toute, c'est le modèle commun d'entente, ou autrement dit, le modèle de contrat à la base du partenariat entre Éco-entreprise Québec et les organismes municipaux. La personnalisation de cette entente cadre pour que l'entente devienne spécifique à un organisme municipal en particulier, par exemple la MRC XYZ, mais cette personnalisation, elle se fait à travers une annexe où on va détailler les modalités de la desserte sur le territoire de la MRC XYZ. Donc, par exemple, le nombre d'unités d'occupation qui sont desservies, les services et la desserte des ICI, des lieux publics si c'est le cas, etc. Une fois personnalisée, l'entente cadre devient ce qu'on appelle une entente contractuelle de partenariat entre EEQ et l'organisme spécifique, dans ce cas-ci, la MRC XYZ. Comme vous l'avez vu à la diapositive précédente, l'entente cadre, ça définit la relation contractuelle entre EEQ et les organismes municipaux. Le devis type, quant à lui, vient encadrer la relation contractuelle entre les organismes municipaux et leurs collecteurs. Le devis type, il est enchâssé, c'est-à-dire qu'il fait partie intégrante de l'entente cadre et il se présente sous la forme d'une annexe. Le devis type, il va être composé de clauses que les organismes municipaux devront inclure à leur document d'appel d'offres. Ça vient formaliser les exigences DEQ pour la fourniture des services de collecte et transport. Et ces clauses concernent à la fois l'encadrement du processus d'appel d'offres, d'adjudication des contrats de collecte et transport par les organismes municipaux. Ça vient aussi encadrer les opérations de collecte et transport et encadrer la reddition de comptes des collecteurs vers les organismes municipaux.
Alors, faisons maintenant un petit pas en arrière et revenons au cœur ou au corps de l'entente cadre. La structure de l'entente cadre est celle que vous voyez à l'écran. Donc, c'est une structure très similaire à des contrats conventionnels. Vous allez y retrouver trois grands blocs. Le premier bloc sont les dispositions générales. Ensuite, il y a un bloc qu'on appelle le bloc des services et finalement les dispositions financières. Dans les dispositions générales, on va retrouver notamment les engagements de chacune des parties, donc les engagements de Éco-entreprise Québec et les engagements des organismes municipaux. Et dans le dernier bloc des dispositions financières, on va retrouver les conditions d'admissibilité, les modalités, les calculs des remboursements aux organismes municipaux pour pas les cerveaux, les services, pardon, qu'ils fournissent. Et enfin, pour ces services, on va les diviser en trois groupes. Donc, un premier groupe pour les services de collecte et transport au chapitre 2, chapitre 3, la gestion des contenants de collecte et ensuite les services de nature information, sensibilisation et éducation. Globalement, le chapitre 2, comme je viens de le dire, se rapporte à la collecte et au transport et lui-même, oups, diapo précédente. Oui, donc le chapitre 2 se rapporte au service de collecte et transport et lui-même comprend deux grands groupes de services, donc les collectes de type porte-à-porte, donc pour le secteur résidentiel, moins de 9 logements, secteur résidentiel multilogement, les ICI assimilables, les ICI, les lieux publics, si c'est le cas. Et il va y avoir un deuxième bloc qui va venir encadrer les services de collecte et transport, mais en lieu d'apport volontaire. Chapitre 3, on va parler de la gestion des contenants de collecte. Deux grands blocs aussi. Donc, quelles sont les responsabilités en termes de fourniture des contenants de collecte et d'entretien de ces contenants-là. Et le dernier chapitre sur l'ISée va porter sur les interventions terrain, notamment le contrôle contamination en bordure de rue, tout ce qui a trait aux informations municipales, que ce soit les calendriers de collecte, les consignes de collecte, et enfin le service à la clientèle, donc la gestion des appels, des requêtes, des clientèles desservies. De manière simplifiée, je vous dirais que les chapitres 2, 3 et 4 répondent à deux grandes questions. La première, qui fait quoi pour chacun de ces services-là? Et la deuxième question, le quoi, bien, il doit être fait comment? Le qui fait quoi, ça consiste à départager clairement les responsabilités que IEQ confie aux organismes municipaux et les responsabilités que IEQ va assumer directement en ce qui a trait à la collecte au transport, ou à la gestion des contenants de collecte et à l'ISée. Enfin, pour les services qui sont confiés aux organismes municipaux, bien, IEQ va venir définir clairement les modalités pour chacun de ces services-là. À partir d'ici, je vais me concentrer sur les services de collecte et transport. La gestion des contenants de collecte et l'ISée seront abordés dans des webinaires à venir. Pour vous présenter les grandes lignes des modalités des services de collecte et transport qui seront prévus à l'entente cadre, je vais encore une fois recourir à une image simplifiée en vous parlant de services qui seront prescrits, donc obligatoires, applicables à l'ensemble des organismes municipaux, des services qui seront proscrits, donc interdits pour l'ensemble des organismes municipaux, et une troisième catégorie, des services qui seront permis, donc qui pourraient être pertinents et applicables pour certains organismes municipaux seulement avec l'autorisation de IEQ. Donc, je vais d'abord vous donner quelques exemples concrets de services prescrits, proscrits et permis en ce qui a trait à la collecte et le transport, mais pour le volet collecte de type porte-à-porte. Et je vais ensuite répéter le même exercice avec les services de collecte et transport en lieu d'apport volontaire comme les écocentres. Donc, un exemple de service qui sera prescrit dans l'entente cadre pour la collecte de type porte-à-porte. Alors, vous en avez deux qui sont indiqués ici à la diapositive. Donc, d'abord, il y aura un format pour les contenants de collecte qui sera prescrit en fonction de la clientèle et du bâti à desservir. Par exemple, on parlera de bacs roulants de grande capacité pour le secteur résidentiel, moins de 9 logements, ce qui permet notamment de favoriser la collecte automatisée là où c'est possible de le faire. Concouramment, une fréquence de collecte qui sera prescrite assortie de chacun des contenants et des formats de contenants de collecte. Si on garde l'exemple des bacs roulants de grande capacité, bien, la fréquence qui sera prescrite, ce sera une fréquence aux 2 semaines pour ces contenants de collecte.
Tous les services et les modalités de service qui correspondent à des éléments prescrits à l'entente cadre seront remboursés par EEQ. Pour ce qui est des exemples de services proscrits dans la collecte de type porte-à-porte, donc on parle de services qui seront interdits pour l'ensemble des organismes municipaux. Donc, tout ce qui ne sera pas spécifiquement décrit comme étant accepté dans l'entente cadre sera par défaut proscrit. Mais par exemple, il y a la récupération de matières qui sont non admissibles, donc des matières qui ne sont pas visées par la REP collecte sélective. Vous avez des exemples ici, soit des casseroles, des petits électroménagers. Un autre exemple de service qui sera proscrit, c'est la récupération de matières à l'extérieur, donc à côté des bacs roulants. L'entente cadre, dans ce cas-là, non seulement elle va interdire ces services-là, mais prévoira aussi des pénalités en cas de défaut. Enfin, en ce qui a trait aux services permis, donc on parle de services qui seront permis dans certaines conditions. Donc là où il y aura une démonstration qu'il s'agit d'une desserte qui est efficiente, qui est optimisée et qui contribue à l'atteinte des objectifs, notamment de récupération. Ce sera aussi dans le cas de modalités de collecte qui sont déjà en place sur le territoire des organismes municipaux concernés. Donc, il y aura une évaluation de la pertinence de conserver ces modalités de collecte. Par exemple, à des secteurs d'exception sur certains territoires où on pourrait avoir besoin d'un petit camion de collecte pour aller faire la desserte, considérant la route qui n'est pas carrossable ou l'étroitesse du chemin, etc. Dans ce cas-là, lorsque le service sera permis par EEQ, des modalités de remboursement pour ces services-là seront fixées dans l'entente cadre et convenues entre Éco-entreprise Québec et l'organisme municipal. Donc, je reprends la même logique ici pour vous présenter des exemples de services prescrits, proscrits et permis dans l'entente cadre, mais cette fois-ci pour les lieux d'apport volontaire. Donc, on parle d'éco-centres notamment. Et ce que vous allez voir, c'est que l'objectif qu'il y a derrière les lieux d'apport volontaire, c'est de compléter le service de collecte de type porte-à-porte. Donc, on va notamment y recevoir des matières qui ne sont pas acceptées dans le bac roulant, par exemple, et qu'on voudra destiner vers un autre lieu comme l'éco-centre. Alors, un exemple de service qui sera prescrit, donc obligatoire pour l'ensemble des organismes municipaux, ce serait de recevoir dans un lieu d'apport volontaire des matières qui sont visées par la responsabilité élargie des producteurs de la collecte sélective, mais qui ne seraient pas récupérées en porte-à-porte. Par exemple, je peux penser aux bonbonnes aérosols qu'on ne voudra pas récupérer dans le bac roulant parce que ça cause des enjeux de sécurité, notamment dans le camion de collecte, lorsqu'il y a compaction, ça peut poser aussi des enjeux de sécurité au centre de tri. Donc, on va vouloir les gérer distinctement, un peu comme des résidus domestiques dangereux, et les faire transiter par un lieu d'apport volontaire. Un exemple de service qui sera proscrit en écocentre ou autre lieu d'apport volontaire, on parle d'interdire l'apport de matières recyclables qui ne seraient pas triées, des matières recyclables pêle-mêle qui seraient acceptées dans des lieux actuellement dans des écocentres. Ce service-là sera proscrit avec une exception, donc des territoires qui seraient exclusivement desservis par apport volontaire, donc là où il n'y aurait pas complémentarité avec le service de collecte de porte-à-porte, il pourrait y avoir une exception. Il sera aussi interdit, donc proscrit, d'appliquer une tarification pour les matières recyclables qui seront acceptées et reçues en écocentre ou en d'autres lieux d'apport volontaire. Alors, le dernier cas, des services qui pourraient être permis en lieu d'apport volontaire, comme précédemment, lorsqu'on parlait de collecte de type porte-à-porte, il faudra que ces services-là fassent la démonstration de leur pertinence d'un point de vue opérationnel, efficacité de récupération aussi, contribuer à optimiser le transport, les coûts, etc. Et on a un exemple ici qui est la récupération du carton. Donc, le carton n'est pas nécessairement une matière qui est complémentaire à ce qui serait ramassé en bordure de rue dans les bacs de récupération porte-à-porte, mais c'est une matière qui est volumineuse et qui, des fois, peut prendre trop d'espace et donc, dans ce cas-ci, pourrait justifier qu'on recourt à un service complémentaire en apportant ces matières en écocentre.
Donc, à ce point-ci, je vais passer la parole, à Kathleen qui va poursuivre avec, les démarches en vue de conclure une entente. Merci Marie-Hélène. Donc, effectivement, au niveau des démarches, la première initiative qui a été initiée par EEQ, ce fut la communication du 7 mars, une lettre qui vous a été envoyée par la poste, qui ciblait en fait les organismes avec qui on désire entreprendre les démarches pour conclure les ententes. C'était vraiment le premier jalon de ces démarches-là à venir qui vont s'échelonner sur plusieurs mois. Et le règlement prévoit que cette échéance se passe du mois de mars au mois de septembre. On va le voir un petit peu plus en détail plus loin. À la prochaine diapositive, on voit en fait qui étaient ces destinataires qui ont reçu cette première communication-là. Donc, il s'agit, puisqu'on veut favoriser les regroupements de façon, entre autres, à optimiser les territoires de collecte, mais également toute la gestion administrative et bénéficier des économies d'échelle potentielles. Le règlement prévoit que IEQ doit favoriser les regroupements au niveau des MRC ou tout autre regroupement d'organismes municipaux. Donc, qui sont ces destinataires? C'est 152 organismes municipaux à qui nous avons envoyé une communication. Et au niveau des MRC, on peut répartir ça en 3 grandes catégories. La catégorie des MRC regroupés. Donc, le message essentiellement était qu'on veut signer avec ces interlocuteurs. Mais peut-être également vous assurer que votre compétence que vous avez couvre l'ensemble des services qui vont être visés dans l'entente, c'est-à-dire particulièrement les différents types de clientèle, que ce soit les ICI, le résidentiel, mais également les différents types de collecte, collecte en bac roulant, collecte en conteneur, collecte également au niveau des lieux publics extérieurs, ce qu'on appelait le hors-foyer. Donc, s'assurer que votre compétence soit complète quand viendra le temps de pouvoir signer l'entente avec IEQ. Pour ce qui est des MRC non regroupés, il y en avait 32 et le message essentiellement, c'est appel à la mobilisation de la part de ces MRC-là afin de favoriser les regroupements et de se mobiliser. On a des beaux exemples, par exemple la MRC de l'érable qui se fait accompagner d'un consultant pour voir comment pouvoir procéder à tout ça. Donc, le consultant les a accompagnés dans des présentations, entre autres formations en présentiel auprès des élus, auprès des conseillers municipaux, pour bien leur faire comprendre la situation et tout le contexte réglementaire entourant tout ça. Il y a eu un mandat d'analyse, des modalités de collecte pour chacune des municipalités, parce que ça va être bien important pour nous d'avoir un portrait complet de ce qui se fait chez vous, de façon à être en mesure de bien personnaliser, comme Marie-Hélène l'a expliqué, passer de l'entente modèle, l'entente cadre, à l'entente de partenariat. Et donc, différentes initiatives comme ça qui sont en cours dans plusieurs municipalités. MRC, devrais-je dire. Et troisième catégorie d'MRC, ce sont celles qui sont partiellement regroupées parce qu'il y a présence d'organismes comme des régies intermunicipales, par exemple, sur leur territoire qui desservent quelques-unes de leurs municipalités, ou encore des MRC qui ont été proactives et qu'on savait qu'elles étaient déjà en processus de regroupement. Alors, ces MRC-là, à ce moment-là, le message, encore là, c'est l'appel à se regrouper. Par contre, IEQ n'est pas dogmatique à l'effet de tenir absolument à signer avec l'AMRC. Toute autre forme de regroupement est envisageable. Donc, si, par exemple, une régie sur ce territoire-là voudrait étendre sa desserte, sa compétence à l'ensemble des municipalités, mais à ce moment-là, on serait prêt à signer avec ces régies-là. Pour ce qui est des grandes villes et des villes défusionnées, encore là,
c'est les interlocuteurs qui ont été ciblés. Les villes défusionnées, on appelle particulièrement les petites villes de moins de 10 000 habitants à se regrouper, à voir comment il serait possible là, d'optimiser les territoires de collecte pour leur situation. Donc, à voir avec nous qu'est-ce qui est possible de faire. Ensuite, au niveau des régies intermunicipales, c'est un autre type d'interlocuteur qui a reçu la première communication. On est prêt effectivement à signer avec ces organismes. Deux cas de figure, des cas où il y a même des regroupements suprarégionaux où une régie va couvrir le territoire de plus d'une MRC, ou encore des régies qui ont une compétence quasi complète sur le territoire. À ce moment-là, on appelle les organismes de ce territoire-là à joindre les rangs et se joindre au regroupement au sein de la régie. Pour ce qui est des deux autres types d'interlocuteurs, c'est-à-dire les interlocuteurs qui sont identifiés dans le règlement, on doit communiquer avec le gouvernement UHC Bay James, l'administration régionale Kativik, les îles de Madeleine et le gouvernement de la Nation Crie pour ces territoires qui sont concernés. Donc, à ce moment-là, on s'est conformé à la réglementation et on a communiqué avec ces organismes. Et toutes les communautés autochtones également ont reçu une lettre pour les informer qu'on désirait entreprendre et initier les démarches en vue de la conclusion des ententes. À la prochaine diapo, je passe vraiment pas beaucoup de temps là-dessus. En fait, c'est une pièce jointe qui accompagnait la lettre, qui résume en fait le plan de transition avec les différents échéanciers prévus par le règlement pour, comme je mentionnais, entreprendre les démarches. L'article 18 prévoit ça pour le mois de mars. Dépendamment du type de contrat, de la date de fin des contrats. Et puis, ça nous mène au mois de septembre pour la conclusion de ces ententes. Ensuite de ça, on vous invitait, les municipalités concernées, à s'assurer que vous avez bien rempli votre obligation de nous transférer l'information concernant votre territoire. Donc, avoir le portrait un peu de ce qui se passe chez vous. Et puis, on vous invitait à la prudence pour toute autre initiative que vous considériez ou qui pourrait être prévue actuellement à vos PGMR. Mais il faudra tenir compte à ce moment-là des contraintes associées là, à la modernisation de la collecte sélective. Donc, quelles sont les prochaines étapes? Il y a une petite ligne de temps qui vous... diapo suivante, Simon, s'il te plaît. Merci. La ligne de temps ici se veut une version simplifiée là, de la ligne de temps précédemment et qui accompagnait la lettre. En fait, on vous indique ici que l'initiation des démarches a eu lieu avec la lettre qui vous a été envoyée par la poste. Cette lettre était adressée à la Direction générale des organismes municipaux concernés. Donc, ça s'est fait au mois de mars. Ensuite viendra en avril-mai la diffusion du modèle d'entente, donc l'entente cadre dont vous a parlé Marie-Hélène, sera rendue publique et tel que mentionné dans la lettre du 7 mars, EEQ va à ce moment-là entamer la deuxième communication et vous faire parvenir le modèle d'entente en vue de la signature qui inclura l'annexe qui permettra de finalement personnaliser cette entente-là à la réalité qui s'applique sur votre territoire. S'en suivra à ce moment-là les discussions et le processus d'adoption au sein de votre organisation. On s'attend à ce que les premières conclusions d'entente aient lieu d'ici l'été pour se poursuivre pendant cette période très active jusqu'en septembre.
Le règlement fixe un terme au 7 septembre pour la conclusion des dernières ententes, donc dans la majorité des cas. Et il y a également, si jamais on ne s'entendait pas, le règlement prévoit un délai de 2 mois de médiation, au-delà duquel, à ce moment-là, s'il n'y a pas entente, c'est Q qui reprendrait le service de proximité. Question qu'on a souvent, en fait, comme on l'avait mentionné dans la pièce jointe, je passais rapidement tantôt, mais on a mis la date, l'échéance, en fait, au 1er juillet 2024. Donc, tous les contrats qui arrivent à échéance avant ça, on vous invite à retourner en appel d'offres pour un contrat court. Bien entendu, on va prioriser pour la première moitié de 2024 dans les suivis à faire avec les organismes municipaux, puisque ça va être en fonction des dates de fin de contrat et de la situation de regroupement ou non. Ce sera les 2 grands critères là, de priorisation de nos démarches en vue de la conclusion des ententes. Donc, ceci étant, pour ceux qui auraient un contrat qui arrive à échéance en 2023, on nous demande souvent, je dois retourner en appel d'offres, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois prévoir dans mon avis d'appel d'offres. En fait, le mot d'ordre, c'est prudence, essayer d'éviter toute nouvelle initiative et mesures comme l'élargissement de la desserte à des clientèles que vous ne desserviez pas actuellement, par exemple, ou à d'autres matières ou quoi que ce soit. Question de gestion du changement auprès du citoyen, parce qu'il pourrait arriver à ce moment-là que nous, dans ce qui sera prévu dans l'entente cadre pour le futur contrat subséquent à celui-ci, que ça amène de la gestion de changement là, qui ne serait peut-être pas souhaitable auprès de votre population, par exemple. Donc, prudence pour les nouvelles initiatives. Et sinon, si ce n'est pas déjà le cas, on vous invite à adopter les meilleures pratiques qui étaient déjà véhiculées à travers le chantier des bonnes pratiques sur une base volontaire là, par IEQ. Vous pouvez retrouver ça sur notre site Internet, des recommandations en ce sens-là. Et puis, je vous mets ici un petit scoop, en fait, à savoir, en attendant la publication de l'entente cadre qui va se faire incessamment, des éléments qui sont à retenir et qui seront prévus dans celle-ci, c'est-à-dire les regroupements, donc l'optimisation des territoires de collecte. On vous avait présenté dans le premier webinaire le territoire ciblé là, d'une population de 30 000 habitants ou 15 000 portes. C'est pas mal le seuil pour pouvoir optimiser là, les camions de collecte, entre autres. Donc, regroupement, les matières acceptées, ce sera une liste uniformisée pour tout le Québec. Actuellement, c'est la liste de transition qui est également accessible sur notre site Internet. L'appel d'offres devra se faire en fait distinctement pour les contrats de collecte, transport et tri-conditionnement. Lorsque ce sera des appels d'offres en lien avec, suite à l'entente qui sera signée avec IEQ, puisque c'est IEQ qui sera responsable de donner les contrats de tri directement au centre de tri. L'organisme municipal ne sera plus responsable d'aller en appel d'offres ou de prendre entente avec un centre de tri pour le traitement de la matière. C'est vraiment IEQ qui prend cette responsabilité-là. Ce qui fait en sorte que les organismes municipaux qui actuellement ont des contrats qu'on appelle CTTC, contrats de collecte, transport et de tri-conditionnement dans le même contrat, dans le même appel d'offres, ça n'existera plus puisque c'est IEQ qui donnera directement le contrat au centre de tri. Donc, appel d'offres et contrat distinct pour la collecte, transport et tri-conditionnement. Ensuite de ça, on aura également l'ajustement de prix en cas de changement de lieu de destination. Ce sera un incontournable dans les ententes à convenir avec IEQ. Et un changement qui peut être majeur pour les municipalités, ce sera le calendrier de collecte. Donc, le jour de collecte, le choix de la journée de collecte et également la répartition sur plus d'une journée de collecte
ce sera prévu dans les ententes avec IEQ puisque on veut vraiment permettre d'optimiser l'utilisation des camions de collecte, rendre les devis d'appel d'offres intéressants et susciter la compétition auprès des fournisseurs de services. Et pour ce faire, ben, ceux-ci ont besoin d'être assurés que leur camion de collecte soit occupé sur toute la semaine. Donc, ce serait peut-être un des changements là, assez importants pour un organisme municipal à envisager dans les prochains appels d'offres suivant les ententes avec IEQ. Je vous ai mis en référence ici en bas de page le document qui est toujours pertinent, qui avait été développé dans le cadre des travaux, des groupes de travail mis en place par le ministère en prévision de l'élaboration du cadre législatif et réglementaire pour la modernisation de la collecte sélective. Là-dedans, il y avait des recommandations, justement, comment se préparer, bien se préparer à la modernisation de la collecte sélective, et bien qu'il y ait certaines adaptations nécessaires parce que ce document-là est sorti avant que soit adopté le règlement sur la modernisation de la collecte sélective, mais il est toujours pertinent et je vous invite à le consulter. Alors voilà, dernière information également, Marie-Hélène l'a mentionné, la présentation se voulait inclusive et pour fin de simplification, nous utilisons le terme organisme municipal, mais on voulait quand même prendre le temps de mentionner que au niveau des communautés autochtones et des territoires éloignés et isolés, bien qu'on IEQ les démarches réglementaires, en fait, l'encadrement réglementaire et les démarches de IEQ considèrent ces entités-là au même titre que l'ensemble de tous les organismes municipaux sur le territoire du Québec. On veut prendre en considération le contexte particulier de ces communautés autochtones-là et les territoires éloignés et isolés. On désire prendre le temps de bien faire les choses et on a d'ailleurs quelqu'un dans l'équipe qui est dédié exclusivement au dossier des communautés autochtones et des territoires isolés et éloignés. Dans la diapo suivante, vous voyez ici l'annexe qui a été, qui est un adapté en fait, de l'annexe qui accompagnait la lettre des organismes municipaux. Les communautés autochtones ont toutes été contactées. On a envoyé une lettre à chacune d'entre elles et c'est cette ligne de temps qui accompagnait cette communication-là, qui également se voulait le premier jalon en vue d'entreprendre les démarches pour la conclusion d'entente. Et puis, en 2000, la particularité, en fait, avec ces communautés autochtones, c'est qu'il y a déjà du travail de fait avec eux et l'IDD PNQL et Stradzer pour établir le portrait de la situation dans ces régions, ces communautés-là. Donc, on a déjà un portrait de fait et on aura besoin d'informations supplémentaires, complémentaires. Et c'est Alexandra Lerner qui est la responsable de ce dossier qui entrera en communication avec vous pour fixer la suite de ces démarches-là. Alors, voilà ce qui conclut pour moi la présentation des démarches là, qui s'en viennent suite à cette première communication-là qui a eu lieu le 7 mars. Parfait. Merci beaucoup, Kathleen, Marie-Hélène. Donc, Ariel, je te laisserai peut-être la parole pour t'occuper de la période de questions. Donc, encore une fois, je vous invite à émettre vos questions dans le Q&A au bas de votre écran. Vous pourrez poser les questions, puis on va essayer d'y répondre. Donc, Ariel? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, super. Alors, on a beaucoup de questions. On en a eu 30. Il y en a qui ont été répondues en privé, d'autres que non. On a ici Bérénice Laselve qui nous mentionne en fait, qui s'interroge à savoir à qui les citoyens ou citoyennes jusqu'à présent qui appelaient leur municipalité pourront s'adresser pour des questions en lien avec la GMR.
Kathleen, ton micro est fermé. Oui, j'étais en train de dire à ma collègue que je prenais la question. En fait, les ententes qui sont à convenir avec EEQ, les organismes municipaux, dans le fond, demeurent responsables des services de proximité, ce qui inclut d'aller en appel d'offres pour le service de collecte ou pour celles qui le font déjà en régie interne avec leur propre camion, d'offrir le service de collecte, mais également tout le volet de service première ligne, c'est-à-dire la ligne d'information aux citoyens et de faire parvenir l'information nécessaire au bon déroulement de la collecte. On pense au calendrier de collecte ou tous ces éléments-là. C'est vraiment les MRC, les organismes avec qui on va signer qui seront encore responsables là, de répondre directement aux citoyens. Parfait, excellent. On a une question également de Mohamed Aliouane, pardon, qui nous demande bonjour, est-ce que l'entente cadre est pérenne ou à durée déterminée? Merci. L'entente cadre, donc le modèle d'entente n'est pas, ce n'est pas une entente qui sera pérenne. Donc, elle sera évidemment, éventuellement révisée et mise à jour. L'objectif de cette première mouture d'entente cadre, c'est de faire un certain nombre d'optimisation, certaines standardisations, mais on est bien conscient chez Éco-entreprise Québec qu'il y a de l'information aussi qu'on va acquérir en mettant en place la REP collecte sélective. Donc, il y aura d'autres gestes qui pourront être posés ultérieurement et l'entente cadre sera révisée. Par contre, il y aura une date de début et une date de fin pour chacune des ententes contractuelles de partenariat, comme tout bon contrat. Et on visera des ententes là, de l'ordre de 3 à 5 ans de manière générale avec les organismes municipaux. Parfait, merci. Une autre question pour toi, Marie-Hélène, de Patricia Racette qui nous demande, est-ce que les modalités prescrites vont être uniformes pour tous les organismes municipaux? Et là, ici, elle parle de grosseur de bac, de fréquence de collecte, etc. Oui, donc a priori, l'entente cadre dans son cœur ou son noyau prescrit effectivement des modalités de collecte qui se veulent uniformes pour l'ensemble des organismes municipaux du Québec. Par contre, vous vous souvenez, j'ai mentionné qu'il y a l'étape de personnalisation de l'entente avec l'annexe où on va venir détailler des modalités de collecte applicables au territoire. Et évidemment, s'il y a des particularités territoriales qui expliquent ou qui justifient qu'il y a des ajustements nécessaires par rapport aux modalités qui sont prescrites dans le cadre de l'entente cadre, il pourrait y avoir certaines adaptations à l'intérieur de cette annexe-là. Je pense, par exemple, à des centres-villes qui seraient très denses où l'utilisation d'un bac roulant pourrait être non adaptée. Ben, il pourrait avoir à ce moment-là une prise en compte des particularités territoriales à l'intérieur de l'annexe. Parfait. Une nouvelle question de Mohamed Aliouane qui nous demande bonjour, pour les regroupements de municipalités, quel est le seuil de nombre de portes ou d'habitants pour qu'une municipalité puisse rejoindre un OM comme une MRC, par exemple? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on souhaite que les municipalités qui composent les MRC à qui on a envoyé la communication, donc que ces municipalités-là se joignent au groupe et rentrent avec, dans l'entente qui sera signée avec la MRC en tant que telle. On peut peut-être faire la distinction ici entre l'entente plus le volet plus administratif de l'entente versus les territoires de collecte. Puis à ce moment-là, EAQ souhaite avoir un seul interlocuteur pour le volet plus administratif de l'entente. Gardons ça simple ici, puis parlons des MRC. Donc, d'avoir une entente signée avec la MRC dépendamment de l'ampleur du territoire à couvrir, des contraintes géographiques et de la densité de la population, on pourra à ce moment-là voir la
la segmentation des secteurs de collecte sur le territoire de la MRC, mais pour répondre à la question de M. Aliouane, c'est vraiment, on souhaite un regroupement au sein de la MRC, peu importe le seuil de population des municipalités qui la composent. Parfait, merci beaucoup. On a également un commentaire de la part de Francine Asselin qui nous mentionne qu'il y aurait lieu d'accepter le carton supplémentaire aux côtés du bac lors de la collecte qui suit, par exemple, le 1er juillet ou le 1er janvier, parce qu'il y a toujours du surplus et que c'est un service qui est apprécié par ses citoyens. Oui, Madame Asselin, je constate que vous n'êtes pas la seule non plus à faire ce commentaire. Là, on le retrouve là, dans la conversation aujourd'hui. Là. Il y a d'autres intervenants aussi qui sont allés de la même observation. On vous entend. C'est quelque chose qu'on pourrait considérer, donc de réfléchir à permettre les surplus à des périodes stratégiques où il y a peut-être, là, comme vous le mentionnez, à la période des fêtes et autour des déménagements, des volumes là, supplémentaires qui sont générés. Il faut aussi comprendre, par contre, avec l'idée de limiter les surplus, c'est qu'on s'attend à un gain d'espace aussi dans les contenants de récupération actuels, considérant la mise en place de la consigne élargie. Donc, il y a des contenants qui actuellement sont récupérés dans les bacs de récupération et qui seront destinés à un autre endroit, donc libérant ainsi de l'espace, puis limitant peut-être le nombre de cas où il y a des débordements de bacs. Par ailleurs, sur ce point-là des surplus, parce que j'ai vu que il y avait quand même plusieurs questions à ce sujet-là dans le chat. Je peux peut-être prendre les vents un petit peu. Il pourrait y avoir aussi des deuxièmes bacs qui seraient autorisés où les citoyens pourraient utiliser ce deuxième bac-là dans des cas où ils ont des besoins plus grands que la moyenne, là, donc des grandes familles, etc., pour justement contrebalancer ou éviter là, les besoins des matières à côté des bacs roulants. Parfait, merci. On a une question de Martin Régimbal qui nous demande qu'est-ce que vous allez faire pour le secteur commercial qui, eux, ont besoin d'un service supplémentaire, donc d'une fréquence de collecte qui est hebdomadaire? Oui, en fait, effectivement, le secteur commercial, c'est quelque chose de particulier. Les exemples que Marie-Hélène a mentionnés dans la présentation faisaient davantage référence à la collecte résidentielle ou aux ICI assimilables en bac roulant de grand volume. On devra également considérer la desserte des ICI non assimilables et qui pourrait se faire à ce moment-là par voie d'un mode de collecte différent, soit en conteneur. Et les modalités de collecte devront être adaptées là, en fonction de ce mode de collecte-là. Et aussi, ça sera également encadré dans l'entente. Et ça fera l'objet, pour plus d'informations, du prochain webinaire du mois de mai. Alors, je vous invite à vous inscrire au prochain webinaire, M. Regimbal. Parfait, merci. On a une question qui est en deux temps. Donc, on a deux personnes, en fait, qui se sont relayées les questions. La question d'origine est de Karine Saucier qui nous demande, lorsqu'il est question de pénalité, est-ce que cela pourrait se traduire par, si par exemple, un citoyen mettait malencontreusement un chaudron dans son bac bleu, est-ce que la municipalité aurait une pénalité? Ce à quoi Patricia Rassette ajoute, ben, dans ce cas-ci, est-ce que les municipalités vont devoir avoir des inspecteurs sur le terrain? Je vais me lancer avec une réponse. Bon, pour la première sous-question, la pénalité, lorsqu'on a évoqué la possibilité de pénalité pour des services qui seraient prescrits, puis qu'on a mentionné justement l'exemple du chaudron, évidemment, s'il y avait un chaudron à travers tous les bacs roulants ramassés à l'intérieur d'un camion de collecte, il n'y a pas lieu d'imposer une pénalité aux citoyens dans ce cas-là. Ce qu'il faut, c'est que l'organisme municipal communique la liste des matières qui sera acceptée dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs et que les messages soient cohérents avec cette liste-là.
Par contre, dans les dispositions financières, le dernier bloc de l'entente cadre, là, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui pourra faire l'objet d'un sujet lors d'un webinaire ultérieur, dans les dispositions financières, il est prévu qu'il y ait un mécanisme de contrôle et de suivi de la contamination. Et il pourrait y avoir effectivement pénalité s'il y avait des contaminations excessives dans les matières récupérées dans les différents chargements. De manière cohérente, puis là, je vais enchaîner avec la deuxième partie de la question, à savoir si les municipalités devront avoir des inspecteurs sur le terrain. Ça aussi, je sens me lancer là, dans le sujet d'un prochain webinaire. Je peux dire que oui, il y a des attentes d'intervention sur le terrain. Donc, dans les services qui est en temps confiés aux organismes municipaux, dans le chapitre là, sur l'Élysée qu'on a rapidement là, survolé aujourd'hui, il y avait intervention terrain et effectivement, il y aura des attentes pour qu'il y ait du contrôle de contamination en bordure de rue réalisé par les organismes municipaux. Parfait, merci Marie-Hélène. Je vais poursuivre avec toi encore, donc tu peux réouvrir ton micro. On a Sylviane Ginchereau qui nous demande: bonjour, dans ce qui est permis dans le chapitre 2, donc pour le volet apport volontaire, pourrons-nous maintenir les conteneurs de verre? Les conteneurs de verre pourraient être une des matières, effectivement, qui serait. Donc, c'est examiné actuellement là, que cette matière-là fasse partie des matières complémentaires qui seraient ramassées en point d'apport volontaire, comme les écocentres. Je dirais que ça. En train de réfléchir là, à finaliser la liste des matières qui seront acceptées en bordure de rue et la liste des matières qui seront acceptées en point d'apport volontaire, mais c'est un exemple là, effectivement pertinent de matière qui est en réflexion à l'heure actuelle. Parfait, excellent, Et j'ai merci. vu, puis là aussi, je vais faire du pouce, là, je vais répondre à deux dans un. J'ai vu passer la question du polystyrène. Donc, c'est au même titre là, que le verre, c'est une matière pour laquelle nous réfléchissons, à savoir, elle sera dans la liste des matières acceptées en bac roulant, en bordure de rue ou en lieu d'apport volontaire. Excellent. On a une question de David Loranger-King qui nous demande: sur quelle analyse se base EEQ pour interdire d'accepter des matières recyclables dans les écocentres, en considérant par exemple que c'est moins coûteux de gérer des matières par les écocentres versus une collecte porte-à-porte? L'objectif ici, c'est de vraiment offrir un service qui soit complet et d'utiliser l'apport volontaire où on demande quand même un effort supplémentaire aux usagers, d'utiliser ce service complémentaire pour des matières qui ont des bonnes raisons de ne pas se retrouver dans le bac qui est ramassé en bordure de rue. Donc, je vais revenir à l'exemple de la bonbonne aérosol. Il y a un enjeu de sécurité avec cette matière-là. Donc, considérant cet enjeu de sécurité, on est prêt à demander un effort supplémentaire pour que les gens l'amènent dans un lieu d'apport volontaire comme étant un service complémentaire, parce que c'est une matière dont DEQ sera responsable, mais pour des raisons d'opération et de sécurité, on va la destiner à un autre lieu. J'ai parlé de l'exemple des surplus de carton précédemment comme étant un exemple de service qui pourrait être permis en écocentre ou en lieu d'apport volontaire. Bien, dans ce cas-ci, le critère d'opération, c'est le grand volume de ces boîtes de carton-là qui pourrait justifier qu'effectivement, on le ramasserait, on pourrait le permettre de le ramasser dans un lieu d'apport volontaire, parce que ça ne rentre pas dans le bac. Donc, dans ce cas-ci, c'est le volume de la matière qui justifierait qu'on demande un effort supplémentaire là, aux citoyens pour l'amener en écocentre ou à autre lieu d'apport volontaire. Parfait. Je vais continuer aussi avec une autre question de David Loranger-King qui nous demande: comment allez-vous traiter les devis qui sont montés pour plusieurs collectes? Donc, ici, il parle de déchets, de matières recyclables et organiques. Marie-Hélène, Kathleen, vos micros sont fermés? Oui, désolée, je suis perdue dans mes écrans. Je cherchais ma souris. Voilà, j'ai retrouvé. Le chat a attrapé la souris.
Donc là, on parle du devis type. Donc, le devis type qui donc parle d'exigences en lien avec les devis d'appel d'offres, donc le devis type qui est inscrit dans l'entente cadre. Effectivement, ce qui est souhaité, c'est que les prochains appels d'offres se fassent de manière spécifique et distinctement et uniquement pour la collecte des matières recyclables. Donc, un appel d'offres pour une seule voie de collecte dans ce cas-ci. Et l'objectif avec cette façon de faire, c'est de s'assurer d'avoir le prix juste et le prix uniquement pour les services de collecte et transport des matières recyclables, considérant que Éco-entreprise Québec remboursera aux organismes municipaux l'entièreté des coûts des services de collecte et transport, conformément aux services qui seront encadrés là, dans l'entente cadre. Parfait. Ah, une question particulière ici, intéressante, de Stéphanie Lavergne, qui nous demande, est-ce qu'un mandat d'accompagnement pour le regroupement sera remboursé par EEQ? Vos micros? Moi aussi, je cherche ma souris. Donc, est-ce qu'un mandat d'accompagnement pour les regroupements sera remboursé par IEQ? La réponse est non. Par contre, il y a des ressources disponibles auprès du MAMACH. Le MAMACH offre un programme d'accompagnement pour les organismes municipaux qui veulent entreprendre de telles démarches et rembourse certaines activités. Je vous invite à communiquer avec eux à cet effet. Parfait. Excellent. Très bonne réponse, Kathleen, merci. On a une question de Nathalie Grimard qui nous demande, bonjour, à quel point est-il réaliste avec les vacances estivales de conclure une entente personnalisée pour septembre si nous sommes, par exemple, une MRC de plus de 20 municipalités et que nous sommes non regroupés à l'heure actuelle? C'est un beau cas de figure, cette question. Très intéressante. Oui, effectivement. En fait, pour ce qui est des échéanciers, ils sont prescrits par le règlement. Nous, on compte faire tout en notre pouvoir pour s'assurer du bon fonctionnement puis que les démarches puissent progresser rondement. Je rappellerai que la question des regroupements, c'est pas quelque chose qui est une surprise. Ça a été discuté à travers les différents groupes de travail avec le ministère. Ça fait longtemps qu'on parle que le statu quo n'est pas une option et que l'optimisation des territoires de collecte et la modernisation de la collecte sélective devait passer par cet aspect-là des regroupements. Alors, on invite les MRC et les municipalités vraiment à se mobiliser pour ce faire. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Bien, ça va un peu dans la même question que Vincent Dufour nous pose. Pardon. Bien, lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'étant donné les délais pour la délégation puis la déclaration de compétences, en ce qui concerne, ça devient presque impossible de faire un transfert de compétences avant le 7 septembre. Puis lui se demandait si c'était possible de dépasser cette date parce qu'ils sont déjà en démarche de transfert de compétences. Mais bon, c'est quelque chose qui semble les préoccuper là, avec raison. Il faudra voir vraiment là, au cas par cas, puis ça va être vraiment là, au cœur des discussions là, à y avoir avec IEQ. On pourra voir la progression de tout ça. Mhm. Parfait. Une autre question encore de Mohamed Aliouane qui nous demande bonjour, est-ce que c'est possible de nous parler des modalités de remboursement des coûts de collecte ou de transport qui sont assumés d'emblée? En fait, il demande, pardon, je recommence. Si c'est possible de parler des modalités ou il se demande si c'est assumé d'emblée par EEQ. Oui, je peux répondre à cette question, bien qu'on l'abordera là, davantage dans un webinaire ultérieur, là, comme d'autres sujets que je vous ai mentionnés précédemment. Les remboursements, les services de collecte et transport seront effectivement remboursés par Éco-entreprise Québec aux organismes municipaux qui fourniront ces services-là, que les services soient donnés à contrat, donc que l'organisme municipal donne un contrat à un collecteur pour ces services-là, ou que les services soient rendus par l'organisme municipal directement, donc en régie interne.
Il y aura donc des règles de remboursement et ça se fera conformément au respect des services qui seront prescrits et permis dans l'entente. Parfait. J'ai une question de Jimmy Brisebois qui demande, est-ce que les centres de transfert de matières recyclables font partie de la collecte et les transports ou des tri et conditionnements? Le transbordement des matières recyclables est davantage pris en compte dans le service de collecte et transport comme une des étapes pour acheminer la matière au lieu de livraison, là, au centre de tri où il sera destiné. Donc, il y aura assignation des centres de tri pour partager le gisement là, à la grandeur du Québec. Puis, le transbordement sera permis. Là où c'est pertinent de le faire, mais à l'intérieur, comme je vous dis, service de collecte et transport. Parfait. On a également une question. Une question anonyme. On en avait beaucoup lors du dernier webinaire. Là, il nous en reste quelques-uns. La personne nous mentionne qu'ils sont une municipalité de moins de 10 000 habitants qui s'occupe du contrat de collecte et de transport des MR et donc leur MRC n'a pas reçu la lettre. N'a pas reçu la première démarche, la lettre de la première démarche qui, elle, était datée du 7 mars. Il se demande qui doit faire la démarche auprès des EQ. Est-ce que c'est la municipalité ou la MRC? À cette question, je répondrais à plus fort casse pas. En fait, un et l'autre sont invités effectivement là, à communiquer avec nous. Ce serait intéressant de connaître de quel MRC il s'agit. Ça nous permettrait, nous, de pouvoir proactivement là, faire le suivi. Parfait. On a également David Legrand qui nous mentionne, est-ce que l'entente cadre a été discutée avec la FQM ou l'UMQ? L'entente cadre a les différents volets de l'entente cadre ont été discutés avec les membres d'un comité de concertation qui regroupe différents organismes municipaux, des MRC, des régies, et il y a aussi au sein de ce comité de concertation des représentants des deux associations municipales, donc la FQM et l'UMQ. Donc, ils ont été présents là, au sein de ce comité de concertation, puis aux rencontres qui ont eu lieu. Parfait. Écoutez, je vois que le temps file. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. On a quand même répondu à plus de 20 questions de la part du public. Il nous en reste encore une trentaine. J'essaie de voir ce à quoi on n'a pas encore répondu. Il y a une question qui est intéressante d'Amélie Roy qui nous demande, pouvez-vous expliquer plus précisément le fonctionnement des collectes des îlots hors foyer, donc les contenants qui sont très variés, qui ne sont pas nécessairement collectés par les camions de collecte standard? Ce qu'elle nous explique, c'est qu'actuellement, c'est fait à l'interne pour Chambly. De plus, ces îlots contiennent évidemment des ordures et même des matières organiques. Comment est-ce qu'on prévoit et pu englober ces points de collecte? Encore là, je vous inviterai à vous inscrire au prochain webinaire puisqu'on abordera l'ensemble des différents scénarios de collecte et particulièrement la question là, du multilogement, des ICI et des lieux publics extérieurs hors foyer auxquels on fait référence ici. Et je tiens à rappeler également que le règlement prévoit laisser du temps à IEQ afin de pouvoir élaborer et mettre en œuvre un plan de desserte spécifiquement là, à ce type de collecte-là. Donc, il faudra voir à trouver un entre-deux, en fait, lors de la signature des ententes pour les organismes municipaux qui desservent déjà ce type de clientèle-là ou ce type de desserte-là. Pour faire la transition là, par rapport à nos obligations qui arrivent plus tard dans le temps pour que ce soit la desserte là, des lieux publics extérieurs ou des ICI non assimilables qui arrivent plus en 2027. Donc, c'est à suivre et je vous invite à participer au prochain webinaire pour avoir plus de détails. Parfait. Écoutez, Marie-Hélène, Kathleen, je pense que vous avez accès à la liste des questions. Je ne sais pas s'il y en a une
pour laquelle vous pensez que peut-être on devrait répondre à ce moment-ci. Il y a beaucoup de questions qui ont été répondues, donc j'essaie de trouver l'aiguille dans la botte de foin. Il y a Sylviane Ginchereau qui nous passe un commentaire qui nous demande si ce serait possible de rendre les présentations des webinaires disponibles sur notre site web parce qu'effectivement, il y a des enregistrements, mais que ça serait pratique pour eux d'avoir les présentations pour s'en servir pour des présentations à l'interne lors de leurs organisations. Merci. Kathleen, peut-être que je te laisserai répondre à celle-ci. Excuse-moi, Ariel, peux-tu répéter la question? En fait, Sylvia nous demande, est-ce que vous pourriez rendre disponibles vos présentations des webinaires afin qu'elles puissent être utilisées à l'interne lors de leur rencontre interne de leurs organisations? Ben oui, tout à fait. Puis, elles sont disponibles tant sur le site de Réseau Environnement et si je ne m'abuse sur notre site Internet également, Ariel, tu pourras me le confirmer. Mais c'est effectivement accessible, non seulement le PDF de la présentation qui vous a été présentée, mais aussi l'enregistrement est disponible. Alors, effectivement, n'hésitez pas là, à utiliser ces outils pour faire progresser et percoler l'information au sein de vos organisations. Parfait. Je regarde la suite. Il y a une question d'Ézéchiel Simoneau qui nous demande comment est-ce que seront compensés, ou en tout cas de quelle façon seront compensés les MRC pour le service de proximité puis la gestion générale du service. Ça fait partie de l'entente cadre, effectivement, n'est-ce pas? Oui, absolument. Donc, pour chaque service qui sera confié à l'organisme municipal, donc si on parle de service à la clientèle, par exemple, il y aura un mode de remboursement, une règle de remboursement qui sera prévue pour ce service-là. Donc, chaque service qui sera confié et demandé à l'organisme municipal, l'entente cadre prévoira des modalités de remboursement pour ces services-là. Que ce soit service de proximité, service de collecte et transport, etc. Puis j'ai vu passer au fil là, des questions, les interventions terrain, contrôle, contamination, CEQ demande que l'organisme municipal réalise cette activité-là, ce sera assorti d'un remboursement pour la dite activité. On a une question de Juliana Costa qui nous demande qu'en est-il des milliers de points de collecte qui sont liés aux matières consignées. Donc, elle les qualifie de gobeuses en vue de l'entrée en vigueur de la REP pour les contenants. Comptez-vous les intégrer au point de dépôt type écocentre? Donc, aux points de dépôt qui sont de type écocentre. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le règlement prévoit que EEQ et l'organisme responsable de l'élargissement, la modernisation de la consigne doivent travailler ensemble pour s'assurer d'arrimer les deux systèmes de collecte. Alors, c'est ce que EEQ compte faire. Et puis, pour faire du pouce peut-être avec la question sur les conteneurs de verre qui a été posée précédemment là, à Marie-Hélène, mais ça fait partie justement de la réflexion, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça dans cet arrimage-là avec les différents points de dépôt à venir en lien avec cette consigne modernisée. On va prendre deux dernières questions. On a une question de Patrick Boilly qui nous demande, est-ce que la collecte hebdomadaire par conteneur dans les multiplexes pourra être inclus dans les particularités territoriales? Si je m'abuse, est-ce que ça va faire l'objet de notre prochain webinaire? Oui, tout à fait, Ariel. Il va y avoir plus de détails par rapport à tout ça dans le prochain webinaire. Effectivement, ça, comme je mentionnais, autant pour les ICI non assimilables, bref, il faudra voir comment tout ça va s'articuler, mais ce qu'on peut d'emblée concevoir, c'est qu'il y aurait un appel d'offres pour le service de collecte en bac roulant et un appel d'offres pour le service de collecte en conteneur, le cas échéant si ça s'applique sur le territoire de l'entente. Peut-être une dernière question, Kathleen ou Marie-Hélène.
On a une question anonyme qui nous demande y a-t-il une règle ou un ratio précis pour déterminer le format du bac? Dans le cas, par exemple, où un changement doit être prévu, est-ce que c'est EQ qui va prendre la charge de la récupération ou je pense peut-être de déterminer le format? Je ne sais pas si la question est. Si j'ai bien compris la question, mais c'est un peu de ça dont il retourne. Ce n'est pas tant un ratio qu'une règle. Effectivement, on va y aller d'une règle générale en fonction du type de générateur. Donc, quand on parlait précédemment de résidence, de résidence de moins de 9 logements desservis par bac roulant. Ensuite, on va parler de résidence multilogements, 9 logements et plus. On parlait de conteneurs. Donc, en fonction des générateurs, il y aura des lignes directrices. Au-delà d'une ligne directrice, je dirais une règle générale qui est prescrite dans l'entente cadre. Et comme je l'ai mentionné précédemment, s'il y a des raisons qui justifient que ce contenant-là ne puisse pas être utilisé, ben, on pourra en discuter puis vérifier effectivement si ce contenant-là peut continuer à être utilisé sur le territoire pour une raison X, Y, Z. Puis s'il y avait changement de contenant, parce que j'ai vu aussi passer la question sur la couleur des contenants de collecte. Donc, s'il y avait des plans de remplacement de contenants, que ce soit pour la couleur ou pour une question de format, IEQ va développer un plan de remplacement des bacs avec une séquence et de manière, je dirais, cohérente avec l'activité qui est de fourniture des contenants de collecte aussi. Donc, dans l'objectif qui est évidemment uniformisation, standardisation des contenants, mais c'est une activité qui sera réalisée par Éco-entreprise Québec puis sera partagée avec les organismes municipaux. Parfait. Excellent. Mais écoutez, je pense qu'on a quand même couvert une bonne partie des sujets de ce webinaire. On sent également que les participants ont des questions qui vont couvrir un peu le prochain webinaire. Donc, on a hâte d'arriver avec des éléments de réponse pour vous. Je passerai la parole à Simon. Ça a été un plaisir pour moi d'animer la période de questions. Je vous souhaite un bon lunch à tous. Oui. Merci, Ariel. Merci, Marie-Hélène. Merci, Kathleen. Puis aussi, merci à tous les gens dans la salle qui ont posé. On a eu beaucoup de questions. C'est sûr qu'il reste des questions à répondre. Puis les prochains rendez-vous sont là pour ça, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça on en a parlé. Donc, le prochain rendez-vous, c'est le 16 mai prochain. Troisième webinaire de la série qui est intitulé « Le cas particulier de la desserte, donc des lieux publics extérieurs, des ICI non assimilables et des multilogements de 9 logements et plus ». C'est un long titre, mais qui est assez explicite. Donc, on sait de quoi on va parler dans le prochain rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.